Donc je vais donner cette présentation sur la thématique des rétroactions entre climat et cycle du carbone. Je l'ai préparé avec Pierre Friedlingstein, qui est professeur à l'Université d'Exeter, qui devait être un intervenant aussi aujourd'hui, et donc qui m'a aidé à préparer cette présentation. Donc on va changer d'échelle, à la fois spatiale, on va s'intéresser à l'ensemble de la planète, et donc on aura une vision nettement moins précise, localement ou régionalement, et on va aussi changer d'échelle temporelle. On s'est intéressé depuis ce matin, finalement, après la présentation d'Édouard Barr jusqu'à la dernière présentation de Félix, aux dernières décennies. Et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est plutôt une vision tournée vers le futur et vers les prochaines décennies. Donc on parlera de scénarios et de rétraction entre le système climatique et le cycle du carbone au cours des prochaines décennies. Alors ce qu'on a vu ce matin, c'est ce schéma du cycle du carbone, qui est un schéma assez simple, où vous avez les émissions ici à gauche qui font augmenter le CO2 atmosphérique. Et ce que nous a montré Philippe Sier, c'est que la moitié de ces émissions sont absorbées par les puits naturels, le puits océanique d'une part et le puits de la biosphère terrestre, ou le puits continental d'autre part. Et donc dans le schéma toujours assez simpliste, où on s'intéresse au CO2 atmosphérique parce que c'est un gaz à effet de serre, évidemment, ce CO2 atmosphérique, via une augmentation de l'effet de serre, conduit au changement climatique qu'on observe depuis une centaine d'années et qu'on projette pour les prochaines décennies. Par exemple, ici, c'est le réchauffement à la surface du globe pour le scénario RCP 8.5 dont on vient de parler en 2100. Alors, dans ce schéma assez simpliste, où on a des émissions de CO2 qui modifient les concentrations, et ces concentrations induisent le changement climatique via l'augmentation de l'effet de serre, on oublie une partie peut-être importante du fonctionnement du système, c'est la rétroaction climat-carbone. Elle est là, c'est le fait que ces puits de carbone, ou en tout cas leur efficacité pour pomper du CO2, dépend aussi de l'état climatique. Et donc, le changement climatique, en modifiant l'efficacité des puits de carbone, peut directement affecter la concentration de CO2. Donc, en fait, la concentration de CO2, dans ce système toujours assez idéalisé, dépend évidemment des émissions, des échanges avec les puits, mais aussi du climat, parce que le climat influence les puits. Et donc, dans ce système ici idéalisé, on a finalement la mise en évidence d'une rétroaction potentielle dans le système climatique, une rétroaction qui peut être positive si le changement climatique réduit l'efficacité des puits, ou une rétroaction qui peut être négative si le changement climatique augmente l'efficacité des puits. Alors c'est une question qui agite la communauté scientifique, des climatologues, des scientifiques qui travaillent sur le cycle du carbone depuis, en tout cas que j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé ma thèse, c'était une thématique qui démarrait à la fin des années 90, mais en fait il y a des papiers beaucoup plus anciens qui démontrent que c'est un sujet dans la littérature scientifique, qui est déjà présente depuis pas mal de temps. J'ai sorti ce transparent ici, ou cette figure qui vient d'un papier de 1989 dans Climatic Change ici, où vous avez déjà les ingrédients de cette rétroaction posés à l'époque, à la fin des années 80, avec, vous le voyez ici, des concentrations de gaz atmosphériques, par exemple de gaz à effet de serre, qui modifient le climat. Et ensuite, ce climat qui va modifier la distribution des écosystèmes naturels, donc avec un détail ici sur le carbone du sol, la biomasse, les zones humides. Et donc en modifiant la distribution des écosystèmes naturels, il y a une rétroaction sur les sources de gaz à effet de serre et donc sur leur concentration. Et de l'autre côté du diagramme ici, vous avez la partie océanique avec une modification du système climatique qui pourrait affecter la circulation de l'océan, la biologie dans l'océan, et donc la façon dont l'océan stocke, par exemple, du CO2, avec une rétroaction sur le puits de carbone océanique et les concentrations de gaz dans l'atmosphère. Donc ces boucles de rétroaction, elles sont finalement posées déjà depuis un certain nombre d'années, et donc c'est des choses sur lesquelles les scientifiques ont réfléchi déjà depuis pas mal de temps. Alors à part cette vision un peu idéalisée, un peu théorique, un peu abstraite du système climatique, quels sont les indices qui nous laissent penser que le climat influence directement l'efficacité des puits, et donc qui nous laissent penser qu'il existe une rétroaction positive ou négative? Alors on peut remonter assez loin dans le passé, ça c'est les courbes qu'a montré Édouard ce matin. Alors je n'ai pas la petite flèche rouge, mais le présent est ici, et donc le temps va vers la gauche. Et vous avez ici, à partir des données de Vostok et d'EPICA, donc tous les deux des forages en Antarctique, vous avez les données ici en haut de CO2, avec ces variations bien connues glaciaires ici autour de 180 parties par million, et puis interglaciaires autour de 280 parties par million, qui sont très bien corrélées avec les données de température. Alors ici, c'est les températures, enfin c'est le delta deutérium en Antarctique qui nous donne une indication de la température en Antarctique, mais on a avec le papier de Shakun, par exemple, des indications de la température globale qui nous montrent effectivement cette corrélation entre CO2 et température.
Et si le CO2 a bougé entre glaciaire et interglaciaire, c'est évidemment en réponse aux variations du système climatique. On est évidemment dans un épisode de l'histoire de la Terre où il n'y a pas d'émissions anthropiques. Donc cette baisse du CO2 ici, elle est liée à un changement climatique entre un monde interglaciaire et un monde glaciaire. Donc parce que le monde s'est refroidi, le CO2 a diminué dans l'atmosphère. Parce que le monde se réchauffe ici, le CO2 augmente dans l'atmosphère. Donc ces courbes de CO2 et de température sur les derniers cycles glaciaires-interglaciaires, ils nous montrent une rétroaction, une interaction ou un effet du climat sur le CO2. Donc ce que nous a dit Édouard ce matin, c'est que ces cycles glaciaires-interglaciaires, finalement, ils vont modifier la variabilité des échanges de carbone entre l'atmosphère et l'océan et donc vont affecter le CO2 atmosphérique. Donc on a une partie d'une boucle de rétroaction qui est mise en évidence ici sur ces cycles glaciaires-interglaciaires. Alors il y a une autre échelle de temps aussi qui a été évoquée dans plusieurs des présentations qu'on a eues ce matin. On change carrément d'échelle temporelle ici, on s'intéresse ici aux 50 dernières années, entre 1960 et 2012, et on regarde de la même façon finalement, en vert ici c'est du CO2, alors c'est un taux de croissance du CO2 atmosphérique, on a enlevé l'augmentation liée aux émissions anthropiques, et on regarde la variabilité interannuelle du taux de croissance du CO2, qui est corrélée ici avec des températures tropicales. Et on voit que sur cette échelle de temps, donc cette fois-ci on est sur une échelle de temps interannuelle, beaucoup plus court que ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a une très bonne corrélation entre les températures tropicales, qui sont en lien en fait avec les épisodes El Niño, c'est les bandes grises que vous avez sur le schéma ici, et le taux de croissance du CO2 atmosphérique. Alors on peut prendre un exemple, si on prend le dernier El Niño très fort ici en 97-98, c'est cette bande grise ici, qui est associée avec une température tropicale élevée, donc on a une modification des vents, de la circulation océanique, et on va avoir une modification des températures, et en particulier des températures tropicales, et on s'aperçoit qu'il y a une très bonne corrélation entre des températures tropicales élevées et un taux de croissance du CO2 important dans l'atmosphère. Et ça encore, c'est une indication de l'influence du climat et de sa variabilité sur les puits de carbone ou les réservoirs de carbone, et donc le taux de croissance du CO2 atmosphérique. Alors encore une fois, cette fois-ci, c'est la variabilité El Niño, donc qui est une variabilité interannuelle, qui va cette fois-ci modifier les échanges entre l'atmosphère et la biosphère terrestre, et donc modifier le taux de croissance du CO2 atmosphérique. Donc on a deux exemples sur des échelles de temps très différentes, qui impliquent des réservoirs de carbone différents, plutôt l'océan dans le cas des cycles glaciaires-interglaciaires, plutôt la biosphère terrestre dans le cas de la variabilité El Niño, mais dans les deux cas, on a finalement des indices qui nous montrent que le climat et sa variabilité sur différentes échelles de temps perturbent les réservoirs de carbone naturels, que ce soit l'océan ou la biosphère terrestre. Donc, ce que j'ai commencé à vous montrer dans ce schéma un peu simpliste et un peu idéalisé au départ, avec ces flèches climat vers les processus ou les réservoirs de carbone naturel, ils sont ici mis en évidence sur ces échelles de temps. Alors, dans la suite de l'exposé, on a montré ces rétroactions climat-carbone potentielles sur les échelles de temps passées, glaciaires, interglaciaires, mais aussi interannuelles. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est la rétroaction climat-carbone au cours du XXIe siècle. Si on se projette au cours des prochaines décennies, les émissions de CO2 vont probablement, en tout cas pour les prochaines années et décennies qui sont proches de nous, continuer à augmenter, modifier le climat avec une rétroaction potentielle entre climat et cycle du carbone. Donc je vais m'intéresser à 3 points. On va commencer à discuter de l'amplitude de cette rétroaction. Faut-il s'inquiéter de cette rétroaction potentielle entre climat et cycle du carbone pour les projections du changement climatique au cours des prochaines décennies? Ensuite, j'essaierai de montrer comment on peut analyser cette rétroaction, la décomposer, quels sont les principaux ingrédients qui expliquent la rétroaction climat-carbone. Et ensuite, je terminerai par... je montrerai d'abord qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur notre estimation aujourd'hui de cette rétroaction, et je terminerai par quelques points qui nous permettent de mieux contraindre cette rétroaction climat-carbone. Et je montrerai que cette rétroaction climat-carbone a des implications pour, par exemple, l'atténuation des émissions de CO2 au cours des prochaines décennies. Alors, l'amplitude de la rétroaction climat-carbone au cours des prochaines décennies, dans finalement le cadre d'un changement climatique anthropique, pour pouvoir l'étudier, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils utilisent des modèles de climat, donc des modèles numériques de climat, qui vont leur permettre de simuler l'évolution du système climatique et du cycle du carbone en parallèle. Alors ces modèles climatiques, je vais essayer d'en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais ce sont des modèles de circulation générale, à la fois de l'océan et de l'atmosphère, donc ils couplent une représentation numérique
de la circulation dans l'atmosphère, de la circulation dans l'océan, du transfert radiatif dans l'atmosphère évidemment. Et ces modèles climatiques intègrent depuis à peu près une quinzaine d'années des modules qui représentent le cycle du carbone, à la fois dans l'océan et dans l'atmosphère. Et donc on est capable aujourd'hui de représenter de façon intégrée le système climatique, à la fois la physique du système climatique, océan-atmosphère, mais aussi les réservoirs de carbone dans l'océan et dans la biosphère continentale. Et donc ces modèles climatiques, alors on parle de temps en temps de modèles système-Terre, parce qu'ils représentent plus que la physique du climat. Donc ces modèles système-Terre, on peut les forcer par des scénarios d'émissions de carbone, de CO2 anthropique, et ils vont calculer à la fois l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, le changement du climat qui est associé à cette évolution du CO2, l'évolution des puits de carbone dans la biosphère et dans l'océan, et donc ces boucles de rétroaction entre climat et cycle du carbone. Donc je montre ici les derniers scénarios utilisés par le GIEC ou par la communauté scientifique des modélisateurs du climat, et donc qui permettent de décrire la façon dont les émissions anthropiques vont évoluer entre 2000 et 2100. Donc on vient de parler du scénario RCP 8.5, qui est le scénario dans lequel on passe de 10 milliards de tonnes de carbone aujourd'hui, ce qu'a montré Philippe Sier ce matin, jusqu'à quasiment 30 milliards de tonnes de carbone, donc ça reprend un peu les chiffres que vous donniez tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres scénarios. Il y a 3 autres scénarios qui nous permettent finalement, climatologues, de couvrir un certain nombre de trajectoires possibles pour les prochaines décennies. Et Félix a parlé tout à l'heure de la limitation à 2 degrés du réchauffement, et donc je mentionnerai peut-être aussi rapidement à la fin le scénario RCP 2.6, qui est celui qui nous permet de limiter le réchauffement à 2 degrés avec en tout cas une forte probabilité. Et vous voyez que dans ce scénario, il y a un pic des émissions autour de 2020 à une valeur qui est très peu différente, ou légèrement supérieure à 10 milliards de tonnes de carbone, mais les émissions ensuite diminuent fortement et atteignent 0, voire des valeurs négatives à la fin du siècle. Donc ça, c'est le cadre. On utilise des modèles climatiques qui représentent à la fois climat et carbone, et on va forcer ces modèles climatiques avec des scénarios d'émissions. Alors avant de discuter de la rétroaction climat-carbone, je vous montre cette vidéo ici qui vous montre quelques sorties d'un modèle climatique. Alors c'est le modèle de l'IPSL, développé ici en région parisienne, et on regarde un certain nombre de variables, alors des variables physiques. Ici, c'est les anomalies de température de surface entre 2006 et 2100, et on voit le réchauffement. Donc c'est dans le cas du scénario RCP 8.5, donc le scénario haut, et on voit le réchauffement ici, principalement sur les continents, très important en zone arctique, avec des zones de refroidissement ou de réchauffement moindre ici au-dessus de l'Atlantique Nord. Le modèle simule par exemple aussi la couverture de banquise arctique en été ici, au mois de septembre, sur les mêmes années, et on voit une réduction et une disparition de cette banquise d'été à peu près au milieu du siècle dans ce cas-là. Et je parlais des modules qui permettent de représenter le cycle du carbone qui sont maintenant associés à ces modèles. Et vous en avez un exemple ici. Vous avez un module dans l'océan qui va permettre de représenter la façon dont l'océan absorbe et stocke du carbone. Et vous avez un module sur les continents qui permet de représenter la façon dont la biosphère terrestre va absorber du carbone en réponse à l'augmentation du CO2 et au changement du climat. Et donc là, on voit les années toujours qui défilent. On est en 2030 ici. Et on voit le carbone anthropique qui va pénétrer préférentiellement dans l'océan, dans l'Atlantique Nord, et qui va finalement envahir l'ensemble du bassin atlantique au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle. Ce que vous avez ici, c'est l'intégrale du carbone dit anthropique, c'est le carbone additionnel, qui se stocke dans l'océan en réponse à l'augmentation du CO2 et au changement climatique. Et là, de la même façon, sur les continents, vous avez aussi une augmentation des stocks de carbone, ici dans la forêt amazonienne par exemple, mais aussi en zone des moyennes latitudes et de hautes latitudes. Donc ça, c'est le type d'outil qu'on va utiliser par la suite pour étudier cette rétroaction climat-carbone. Alors, ça, c'était des simulations récentes qui correspondent aux simulations qui ont été utilisées dans le dernier rapport du GIEC. Là, je remonte dans le passé, et on est en 2000 ici, et c'est une publication dans la revue Nature qui a fait beaucoup de bruit. C'est la première publication en utilisant le même type de modèle que ce que je vous ai montré. Ces chercheurs ont pu, à l'époque, estimer le rôle de cette rétroaction climat-carbone. Alors, ce que vous pouvez faire avec un modèle, que vous ne pouvez pas faire évidemment avec l'expérience qu'on est en train de vivre, on n'en a qu'une seule, vous pouvez découpler vos puits de carbone et le système climatique. Donc vous pouvez, avec le même modèle, conduire 2 simulations. Une simulation ici en rouge, où votre système est couplé, c'est ce qui est le plus proche finalement de la réalité. Vous forcez votre modèle avec des émissions, et votre modèle calcule CO2, climat et vos puits de carbone de façon interactive. Et puis, vous réalisez une deuxième simulation qu'on va appeler découplée,
dans lequel vous continuez à calculer du CO2 et du climat, mais vos puits de carbone ne voient plus le changement climatique. Donc pour vos puits de carbone, l'océan, par exemple, continue à absorber du carbone sans se réchauffer. Et donc la différence entre les deux simulations vous indique l'amplitude de la rétroaction climat-carbone. Elle est active ici, cette rétroaction, et elle est désactivée dans le cas découplé. Et donc ces premières simulations, dont la publication en 2000 dans Nature reprenait les résultats, montraient que la rétroaction était finalement de premier ordre dans l'évolution du CO2 atmosphérique, avec ce résultat ici. En bleu, c'est l'évolution du CO2 dans le cas où vous êtes découplé. Donc le CO2 répond à l'augmentation des émissions et à des puits qui ne voient pas le changement climatique. Et en rouge ici, c'est une simulation où vous avez les mêmes émissions, mais cette fois-ci, vos puits de carbone naturel voient le changement climatique, et vous vous retrouvez en 2100 avec les mêmes émissions, avec un CO2 qui est plus important de 200 ppm. Alors ce qui se passait dans cette simulation, de façon assez étonnante, c'était que le changement climatique conduisait à une contraction très importante de la forêt amazonienne et à une perte massive du carbone qui était dans le sol de cette forêt amazonienne. Et donc c'était le changement climatique qui modifiait les propriétés, dans ce cas-là, du puits de carbone biosphérique terrestre, et qui, en retour, augmentait fortement le CO2 atmosphérique. Et donc cette première publication, elle a finalement... Bon, on est pas mal revenu sur ces quantités, je vais en discuter dans un instant, mais cette première publication, en montrant que potentiellement il y avait une rétroaction importante, a finalement conduit à beaucoup d'autres études par la suite. Donc ça, c'était le modèle anglais, le modèle du Hadley Center ici, avec cette première simulation qui montrait ce couplage climat-carbone. Alors je montre maintenant, on revient vers notre époque. Ici, c'est la publication du 4e rapport de l'IPCC, on est en 2007. Et donc entre 2000, la première publication de Cox et al. Dans Nature, et puis 2007, la publication du 4e rapport de l'IPCC, il y a à peu près une dizaine de groupes dans le monde qui s'étaient attaqués à la même question, l'estimation de cette rétroaction climat-carbone dans le climat futur. Et ce que montraient ces groupes, c'était que dans tous les cas, le réchauffement de la planète avait, ça c'est une des phrases du rapport de l'IPCC, du 4e rapport de l'IPCC, c'était que le réchauffement de la planète avait tendance à réduire l'efficacité de la biosphère terrestre et de l'océan à absorber du carbone anthropique, et donc que le réchauffement conduisait à une fraction plus importante des émissions qui restaient dans l'atmosphère. Donc, les 10 groupes qui s'étaient attaqués à ce même problème montraient tous une rétroaction positive entre climat et carbone. Donc, si vous tenez compte de la rétroaction, le CO2 augmente plus vite que si vous ne tenez pas compte de la rétroaction. Par contre, l'amplitude de cette rétroaction, ici exprimée en ppm de CO2 à la fin du siècle, était très variable d'un groupe à l'autre. La simulation de Cox et al., publiée en 2000, c'était la barre haute, plus de 200 ppm, et puis il y avait beaucoup de modèles, par contre, qui, bien que montrant une rétroaction positive, simulaient une rétroaction de beaucoup moins grande importance, autour de quelques dizaines de ppm, de 15 à une trentaine de ppm. Si on convertit l'effet de cette rétroaction ici en CO2 sur les projections de température, on a aussi une très grande incertitude. Dans tous les cas, c'est positif. On a un réchauffement additionnel lié à la rétroaction de quelques dixièmes de degrés ici à plus de 1,5 degré dans le cas de la barre haute de ces rétroactions climat-carbone. Et donc ce qu'on voit ici, c'était que en noir, vous avez c'est les simulations publiées par le GIEC dans la R4 sans tenir compte de la rétroaction climat-carbone. Et en rouge ici, c'est quand vous tenez compte de la rétroaction climat-carbone, donc un réchauffement plus important, mais aussi beaucoup plus d'incertitudes sur ces projections. Alors qu'est-ce qui a changé depuis? Là, on est en 2007. Je vous montre maintenant des résultats du dernier rapport de l'IPCC, donc publié l'année dernière. Alors pour le groupe 1 en 2013 ici. Alors on va commencer par regarder ça. Toujours à partir de simulations de modèles système Terre. Donc cette fois-ci, il y a à peu près une quinzaine, peut-être entre une dizaine et une quinzaine de modèles qui ont reproduit ces exercices de simulation. On a maintenant une robustesse assez importante dans le fait que le feedback ou la rétroaction entre climat et carbone est positive ou sera positive au cours du XXIe siècle. Par contre, il y a toujours une incertitude assez importante. Je vous montrais qu'elle a réduit pour certaines parties du problème, mais qu'elle reste toujours assez importante. Ici, vous avez une autre façon d'exprimer l'incertitude. Plutôt que de regarder du CO2 à la fin du siècle ou des températures à la fin du siècle, ce qu'on regarde ici, on regarde des émissions de fossil fuel, donc de combustibles fossiles, qui sont compatibles avec un scénario de concentration donné. Donc on se fixe un scénario de concentration, et ce que vont
nous permettent d'obtenir les modèles couplés climat-carbone, c'est quelles sont les émissions de fossiles fuels qui sont compatibles avec ce scénario de concentration. C'est notre façon de travailler avec ce système couplé climat-carbone. Et vous avez encore deux types de simulations, des simulations rouges où vous tenez compte de la rétroaction et des simulations en bleu où vous ne tenez pas compte de la rétroaction. Et ce que montrent donc, dans cette figure du dernier rapport les modèles, c'est que si vous tenez compte de la rétroaction en rouge, vous avez le droit d'émettre moins de carbone pour la même trajectoire de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, sur le XXIe siècle ici, l'impact sur ces émissions qu'on qualifie de compatibles peut être assez important. Si vous tenez compte de la rétroaction climat-carbone, les émissions compatibles doivent être réduites de 5 à 30% par rapport aux mêmes émissions si vous ne tenez pas compte de la rétroaction climat-carbone. Donc toujours une grande incertitude sur l'amplitude de cette rétroaction. Alors là, je suis resté de façon très générale. On a parlé d'émissions de fossiles fuels, de température globale et puis de CO2 dans l'atmosphère. Cette rétroaction climat-carbone, en fait, c'est finalement le résumé de beaucoup de processus. Et donc, on est allé chercher dans les modèles ce qui expliquait cette incertitude, ce qui expliquait ces différences. Pourquoi certains modèles ont une très forte rétroaction climat-carbone, pourquoi d'autres modèles ont une rétroaction climat-carbone nettement plus faible. Quels sont les processus qui expliquent cette rétroaction? Alors, on comprend ici que la rétroaction climat-carbone, en fait, elle va être liée à l'ensemble de ces flèches. Et donc, il va falloir analyser l'ensemble de ces processus qui vont coupler CO2 climat, mais aussi climat et les différents puits, ou CO2 et les différents puits. Et donc, on a défini un certain nombre de termes. Alors, je vais rester assez général sur ces différents termes, mais on peut rapidement essayer de les lister et de comprendre pourquoi ils vont influencer la rétroaction climat-carbone. Alors, le premier terme, finalement, le plus facile à comprendre, c'est la sensibilité climatique. C'est le fait que le changement climatique dépend directement du CO2 atmosphérique, qu'on va appeler ici alpha, ou qui s'appelle lambda aussi dans certaines publications. On l'appelle ici alpha dans la littérature qui s'intéresse à cette rétroaction climat-carbone. Et plus votre alpha est grand, plus la rétroaction climat-carbone va être importante. Donc plus la sensibilité climatique est importante de votre modèle, plus la rétroaction climat-carbone est importante. Et ensuite, vous avez d'autres termes qui sont des termes liés au cycle du carbone. Vous avez la façon dont vos puits de carbone, biosphère terrestre et océan, réagissent à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Quand le CO2 augmente, vos puits ont tendance à capter du CO2. C'est ce qu'a expliqué Philippe Sier ce matin. Et donc ces termes qu'on appelle bêta représentent les sensibilités des puits de carbone au CO2 atmosphérique. Et donc on les exprime en, par exemple, pétagrammes de carbone ou milliards de tonnes de carbone par ppm. Pour chaque augmentation du CO2 de 1 ppm, votre océan va capter tant de pétagrammes de carbone. Donc ça, c'est des processus qui sont liés à la dissolution et à la dissociation du CO2 dans l'eau de surface. Et puis ici, pour la biosphère terrestre, c'est des processus qui vont être liés, par exemple, à la fertilisation des écosystèmes par l'augmentation du CO2. Et enfin, le terme auquel on pense au départ va évidemment aussi avoir un effet sur la rétroaction climat-carbone, c'est ce qu'on appelle les gamma ici. Ils représentent la sensibilité des puits au climat. Donc on les exprime en pétagrammes de carbone par degré. Donc pour chaque réchauffement de 1 degré, vous allez potentiellement diminuer la quantité de pétagrammes de carbone stockés dans vos réservoirs naturels de carbone, océans et biosphère terrestre. Alors même si on les exprime par degré, en fait, ces termes gamma, ils synthétisent l'ensemble de l'effet du système climatique sur vos puits de carbone. Donc si vous changez des précipitations, par exemple, pour la biosphère terrestre, même si ça ne correspond pas à un réchauffement, vous allez aussi changer votre stock de carbone, et ça, c'est intégré dans ces gamma. Donc voilà, donc votre rétroaction, il faut tenir compte de la sensibilité du climat au CO2, de la sensibilité des puits de carbone au CO2 et de la sensibilité des puits de carbone au climat. Et votre gain, le gain de la rétroaction, intègre toutes ces grandeurs-là. Alors on peut l'exprimer sous forme mathématique ici. Le gain de la rétroaction, il va être plus fort si votre sensibilité climatique est forte, il va être plus fort si vos gamma sont forts, mais il va être plus faible si vos bêta sont forts. Donc, c'est une sorte d'équilibre entre ces différents termes qui déterminent, dans chaque modèle, et dans la réalité d'ailleurs aussi, le gain de la rétroaction climat-carbone. Alors je vais essayer de vous montrer que valent ces différents termes, les bêta et les gamma. On va comparer océan et biosphère terrestre, et puis on va comparer les différents modèles entre eux. Alors les modélisateurs se fixent un cadre idéalisé pour calculer ces bêta et ces gamma, parce qu'ils dépendent du type de simulation qu'on va réaliser. Donc ce qui a été fait, c'est d'utiliser des simulations idéalisées où le CO2 augmente d'1% par an, et puis on se place à 2 fois CO2 par rapport à l'actuel, et on estime les bêta et les gamma. Donc ça, c'est une figure du dernier rapport du GIEC qui reprend
les valeurs des bêta et des gamma estimées à partir des premières simulations couplées climat-carbone publiées en 2006. Et donc on regarde la valeur des bêta ici, la valeur des gamma. Chaque point noir représente un modèle couplé climat-carbone développé dans un centre climatique. Et puis la barre ici, c'est la moyenne ou la médiane des différents modèles. Alors, sur cette première série de simulations couplées climat-carbone, ce qu'on peut dire ici quand on regarde les bêtas, c'est qu'évidemment les bêtas sont positifs. Quand le CO2 augmente, l'océan et la biosphère pompent du carbone, et que les bêtas ont des valeurs à peu près similaires entre la biosphère terrestre ici en vert et l'océan ici en bleu. Donc ça exprime bien finalement ce qu'on a vu ce matin, que l'océan et la biosphère terrestre pompent à peu près la même quantité de carbone pour la même augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Ici, on a les gamma qui sont négatifs. Donc ça exprime le fait que vos puits sont moins efficaces pour pomper du carbone quand le climat change. C'est le cas pour la biosphère terrestre et pour l'océan. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que le gamma pour la biosphère terrestre semble plus important que celui pour l'océan. Donc l'effet du climat semble plus négatif pour la biosphère terrestre. Et surtout, il y a une dispersion des modèles plus importante pour la biosphère terrestre que pour l'océan. Ça, c'était les résultats sur cette première série de simulations couplées climat-carbone. Et je vous montre ici maintenant la deuxième série de simulations couplées climat-carbone, celle qui est utilisée par le dernier rapport du GIEC. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une réduction des bêtas, une réduction de l'incertitude ici sur la réponse à l'océan. Donc les nouveaux modèles ont l'air de converger sur la valeur du bêta océanique. Une réduction aussi du gamma pour la biosphère terrestre et pour l'océan. De la même façon, les modèles ont l'air de converger sur la réponse de l'océan au climat et sur l'effet sur le cycle du carbone. Par contre, il y a toujours une grande incertitude ici, principalement sur le gamma de la biosphère terrestre, donc sur la façon dont le changement climatique perturbe l'efficacité du puits de carbone océanique, du puits de carbone biosphérique terrestre. Donc là, on reste encore assez général. On représente l'ensemble de la biosphère terrestre ou de l'océan avec juste une valeur. Les modèles nous permettent d'accéder à l'information régionale. On est capable d'aller voir quelles sont les régions qui contribuent à ces bêta positifs ou à ces gamma négatifs, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, il y a beaucoup d'informations sur ces cartes, je vais les décomposer rapidement, mais de façon assez générale, ce qu'on regarde ici en haut à gauche, c'est la distribution spatiale du bêta. Donc on analyse de façon assez théorique la façon dont l'océan et la biosphère terrestre vont absorber du carbone pour la même augmentation de CO2. Donc on augmente le CO2 de, par exemple, 100 ppm, et on regarde quelle est la quantité de CO2 qui est rentrée dans l'océan et dans la biosphère terrestre. Donc vous avez des cartes rouges, parce que quand vous augmentez le CO2, vos puits naturels vont pomper du carbone. Et ici, vous avez les gamma, ou la distribution régionale spatiale du gamma. Et ce qu'on regarde donc du coup ici, c'est si on change le climat, par exemple, d'1 degré, si on réchauffe le climat d'1 degré, et qu'on regarde la façon dont ce changement de climat va aussi affecter les précipitations, la couverture de glace, la circulation océanique, etc., comment réagissent les puits de carbone. Et donc en bleu, ils vont finalement réémettre ou libérer du CO2 vers l'atmosphère, et ça témoigne de ce gamma négatif. Vous voyez que par contre, il y a des zones où le gamma est positif. Donc on a une distribution spatiale du gamma très hétérogène ici. Alors je peux peut-être passer 5 minutes pour rapidement décrire certains de ces termes-là. Alors là, on regarde seulement le bêta océanique, donc c'est la façon dont l'océan absorbe du carbone en réponse à l'augmentation du CO2. Alors sur ces cartes-là, les petits pointillés vous montrent les zones où les modèles sont d'accord entre eux. Et donc les modèles sont d'accord entre eux, ils vous montrent les mêmes zones. L'Atlantique Nord, l'océan austral sont les zones où l'océan va absorber beaucoup de carbone pour la même augmentation du CO2. Ici, c'est une moyenne zonale de ce terme ici, et donc on voit effectivement que, principalement dans l'océan austral, ici l'Atlantique Nord, et partiellement aussi dans les tropiques, que l'océan va pomper du carbone en réponse à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Tout ça, c'est bien représenté par les modèles, c'est bien compris par les océanographes. Ce sont dans les zones, alors en partie les zones froides, où la dissolution du gaz va être facilitée, mais surtout dans les zones où vous avez beaucoup de mélange, où vous avez une connexion importante entre l'océan de surface et l'océan profond, que l'océan va être capable d'absorber et de stocker du carbone anthropique. Et donc c'est ce que reproduisent les modèles ici, et il y a un très bon accord entre les modèles. Si on passe sur le deuxième terme, donc le terme qui est lié à la réponse de l'océan au climat, donc on regarde le gamma océanique ici, vous avez moins de pointillés, il y a moins d'accord entre les modèles, mais il y a quand même des choses qui semblent assez robustes. Le fait que dans l'Atlantique Nord, par exemple, on a une zone très bleue, ça veut dire que le changement climatique va réduire l'efficacité de l'Atlantique Nord à pomper du carbone anthropique demain au cours des prochaines décennies.
Et ça s'explique assez bien dans les modèles. Le fait que cet océan se réchauffe partiellement, ça diminue la solubilité. Le fait aussi que cet océan se stratifie, ça va diminuer la connexion, le contact entre l'océan de surface et l'océan profond, et ça va perturber la façon dont l'océan pompe du carbone anthropique. Puis vous avez deux zones qui sont plus difficiles, avec ici des zones plus et des zones moins. Une dernière zone où les modèles ont l'air assez d'accord, ici en Arctique. Avec le changement climatique, l'océan Arctique va pomper plus de CO2, et ça c'est principalement lié dans ces modèles au fait que vous avez une fonte de la glace de mer, et donc un pompage de carbone plus important dans l'océan austral. Mais vous voyez moins d'accord sur le gamma que sur le bêta pour l'océan. Je vous montre encore une carte, c'est la carte du gamma dans la biosphère terrestre ici. Donc encore une fois, on a pour le gamma des valeurs négatives, plutôt dans les latitudes tropicales et latitudes tempérées ici, puis des valeurs positives aux hautes latitudes. Donc les valeurs positives nous indiquent qu'en réponse au changement climatique, ces écosystèmes seraient plus efficaces pour pomper du carbone anthropique. Les valeurs négatives, par contre, nous indiquent qu'en réponse au changement climatique, ces écosystèmes seraient moins efficaces pour pomper du carbone anthropique. Donc on a l'impression qu'il y a un accord ici, au niveau latitudinal en tout cas. Quand on va regarder dans les processus et dans les modèles, l'accord est nettement moins bon que ce qu'il ne paraît aussi. Et les processus responsables pour ces gammas négatifs ou ces gammas positifs sont assez différents. Vous pouvez avoir un effet de la température sur la respiration des bactéries dans le sol et sur la dégradation du carbone sol qui pourrait expliquer en partie le gamma négatif ici dans les latitudes moyennes ou dans les latitudes tropicales. Vous avez aussi des processus qui sont liés au stress hydrique et au changement des régimes de précipitation qui vont expliquer un impact sur la productivité de ces écosystèmes et donc sur une réduction potentielle de l'efficacité. Et puis pour les latitudes boréales, peut-être ou des changements de type de végétation ou alors des changements de la durée de la saison, par exemple, qui pourraient expliquer pourquoi ces écosystèmes pourraient être plus efficaces pour pomper du carbone anthropique. Voilà, donc on est dans cette phase où on a toute une série de modèles où ces processus sont représentés et où on essaie de comprendre pourquoi les modèles donnent des résultats différents et on essaie de contraindre ces modèles en utilisant des observations. Quelles observations peuvent nous aider à discriminer entre ces différents modèles? Est-ce qu'il faut croire le modèle qui nous indique un gamma, par exemple ici, très fort pour la biosphère terrestre, ou alors est-ce qu'il faut croire des modèles qui nous indiquent que finalement le changement climatique aura peu d'effet sur l'efficacité du puits biosphérique terrestre à pomper du carbone anthropique? Alors ça m'amène à ma troisième partie. Là, je suis resté dans le monde des modèles finalement pendant mes deux premières parties. La troisième partie, c'est est-ce qu'on a des moyens ou un moyen de contraindre cette rétroaction en utilisant des observations. Encore une fois, je vous remonte cette figure-là qui vous montre que quand on introduit la rétroaction climat-carbone, nos projections ici de la température au cours du XXIe siècle pour le même scénario d'émission sont nettement plus incertaines. Donc on a besoin de réduire cette incertitude dans les modèles sur la rétroaction climat-carbone. Et je vous donne ici, c'est une autre façon de l'exprimer, la rétroaction climat-carbone, elle est estimée entre 2 et 3 et 15 ppm par degré. Donc ça veut dire par degré de réchauffement, cette rétroaction climat-carbone va conduire à un CO2 additionnel de 2 ppm, donc ça c'est faible, à plus de 15 ppm par degré. Est-ce qu'on a des observations qui nous permettent de choisir dans cette fourchette les valeurs basses, les valeurs hautes ou les valeurs médianes? Alors il y a eu pas mal de papiers au cours des 10 dernières années qui ont essayé d'utiliser ce que j'ai montré tout au début, le fait qu'on a des indices de l'effet du climat sur les puits de carbone pour essayer de contraindre cette rétroaction. Alors la première idée, on pourrait utiliser les cycles glaciaires interglaciaires. On a une très belle corrélation entre le CO2, ici entre 180 et 280 ppm, et la température. Alors là, il faut essayer de trouver une température globale, ici. Et donc on a une très belle corrélation entre CO2 et température. Que vaut cette corrélation? Alors elle est entre 9 et 12,5 ppm en fonction de ce que vous allez utiliser comme données ici. Et donc on pourrait utiliser cette gamme de liens entre le CO2 et la température pour contraindre la rétroaction climat-carbone. Mais attention, les processus impliqués ici, ils sont très différents des processus que je viens de discuter. Édouard Barr l'a dit ce matin, c'est principalement l'océan qui est responsable des variations de CO2. Dans la rétroaction climat-carbone, au cours des prochaines décennies, c'est partagé entre océan et biosphère terrestre. Donc on se rend compte que cette contrainte à partir des variations glaciaires interglaciaires, finalement, ce n'est pas un très bon analogue de la rétroaction climat-carbone pour les 100 prochaines années. Ce n'est pas les mêmes échelles de temps. Là, on s'intéresse à des variations sur plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, et ce n'est pas les mêmes réservoirs qui sont impliqués. Ici, c'est plutôt l'océan profond,
qui va réagir sur plusieurs centaines d'années et pas plutôt l'océan de surface ou de subsurface comme au cours des 10, 20, 50 prochaines années. Alors les scientifiques se sont tournés vers d'autres périodes paléoclimatologiques, hein, en particulier le dernier millénaire, parce qu'on a certes des variations assez faibles, mais on a des échelles temporelles qui sont assez proches de celles qui nous intéressent. Ici, on s'intéresse par exemple au dernier 1000 ans. Vous avez ce papier de Franck et al. Dans Nature en 2010. Ils ont fait une très belle étude pour essayer d'estimer des termes de gain ou de la rétroaction climat-carbone en utilisant ces données de CO2 sur le dernier millénaire et ces reconstructions de température. Vous voyez qu'il y a beaucoup de méthodes pour reconstruire la température sur le dernier millénaire, avec quand même pas mal d'incertitudes, des méthodes qui vous donnent des variations de température importantes, des méthodes qui vous donnent des variations de température plus faibles. Mais en face de ces variations de température, il y a des variations de CO2. Et en particulier, il y a cet épisode autour de la fin du XVIe siècle ici, où le CO2 aurait peut-être diminué presque une dizaine de ppm. On a encore beaucoup de questions. Est-ce que cette diminution du CO2 s'explique par le refroidissement du climat global de l'hémisphère nord? Est-ce que ça s'explique par d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs liés à l'activité humaine, avec un effet direct sur le CO2? Mais en tout cas, ce qu'ont fait ces auteurs ici, Franck et al., c'est qu'ils ont utilisé toutes ces données pour essayer d'estimer l'intensité de la rétroaction climat-carbone sur des échelles de temps de l'ordre de quelques décennies. Voilà, donc en utilisant les variations de température et les variations de CO2. Et donc voilà ce qu'ils obtiennent. On est toujours, regardez l'unité ici, c'est des ppm par degré. Et donc je rappelle que les modèles, ils étaient entre 2 et 15 à peu près. Ce qu'ils obtiennent en utilisant l'ensemble des données de température, de CO2 du dernier millénaire, en faisant beaucoup de tests statistiques, c'est une moyenne de la rétroaction climat-carbone autour de 7 ppm par degré, mais avec aussi une grande gamme d'incertitudes de 1 jusqu'à 20. Donc les conclusions de Franck, c'est que leur étude confirme la rétroaction positive. Donc on a température et CO2. Donc le CO2 répond à la température dans le même sens que ce que les modèles nous disent pour les prochaines décennies. Que d'après leur étude, ce que nous indiquent les dernières centaines d'années, le dernier millénaire, c'est que a priori, ça serait incompatible avec les valeurs très élevées de la rétroaction. Donc on s'attend plutôt à une rétroaction entre 5 et 10 ppm par degré. Et donc les modèles à 15, voire à plus que 15, comme le modèle du Hadley, dans la version Cox et al. En 2000, nous indiquent vraisemblablement des rétroactions climat-carbone qui sont trop grandes par rapport à ces contraintes construites sur le dernier millénaire. Troisième type de contrainte, cette fois-ci en utilisant la variabilité interannuelle. J'ai déjà montré ça. Là, on a aussi une corrélation très belle entre CO2 et les températures tropicales. Et encore une fois, on a une question ici sur le type de réservoir impliqué. Philippe Sier, ce matin, et d'ailleurs dans d'autres présentations aussi, ont discuté le fait que les variations du taux de croissance du CO2 ici dépendent des échanges avec la biosphère terrestre. Et donc cette contrainte, finalement, n'apporte des indications, des informations que sur le réservoir biosphérique terrestre. Et donc ce qu'ont fait Wenzel et al. Ici, en 2014, dans un papier assez récent, c'est d'utiliser ces observations, donc la relation entre le taux de croissance du CO2 et les températures tropicales ou les températures globales, pour estimer la sensibilité de la biosphère tropicale au climat sur des échelles interannuelles. Donc ils obtiennent une sorte de gamma pour la biosphère tropicale, mais sur des échelles interannuelles. Et ils ont montré, en utilisant une dizaine de modèles climat-carbone, qu'il y avait une relation entre cette valeur, le gamma interannuel simulé, et la même valeur pour le XXIe siècle. Donc ces deux valeurs ne sont pas égales, mais il y a une relation. Les modèles qui ont une petite réponse de leur biosphère à la variabilité ENSO ont aussi un petit gamma en réponse au changement climatique futur. Et comme on peut estimer ce gamma IAV à partir des observations, vous avez une contrainte émergente qui vous permet d'estimer indirectement une gamme de valeurs pour ce gamma de la biosphère terrestre pour les latitudes tropicales. Et donc, ce que nous montre Wenzel et al. En 2014, c'est que cette méthode permet de confirmer une rétroaction positive, donc avec un réchauffement, une baisse de l'efficacité, mais plutôt dans le bas de la fourchette des valeurs estimées aujourd'hui. Voilà, je vais prendre peut-être quelques minutes pour conclure. Il me reste 3-4 minutes, Edouard. Voilà, donc, ce que j'ai montré ici, c'est que à la fois les modèles climat-carbone pour les prochaines décennies, mais aussi les contraintes qui ont été étudiées, qui nous viennent de l'étude des climats passés, dernier millénaire, mais aussi au cours des derniers 50 ans, nous indiquent que la rétroaction climat-carbone est positive, mais qu'elle est vraisemblablement plus modérée, plus faible que
que ce qui avait été estimé il y a à peu près une quinzaine d'années par exemple Cox et al. Dans le papier de Nature. Ce qu'il faut rajouter quand même, c'est qu'il y a plusieurs processus qui ne sont pas ou qui sont mal inclus dans ces estimations. Donc ce matin, on a évoqué lors d'une question le rôle des sols gelés ou du permafrost. Dans les modèles couplés climat-carbone aujourd'hui, ces processus ne sont pas du tout ou alors très mal représentés. Toujours pour la biosphère terrestre, dans la plupart des modèles, manque encore la limitation par certains nutriments. Et comme on sait que la production primaire est fortement liée à la limitation par exemple, la limitation par l'azote ou par le phosphore, le fait de ne pas représenter ces nutriments, peut-être, nous fait manquer certains processus ou certaines rétroactions dans le système. L'utilisation des sols ou l'anthropisation des surfaces, ça fait aussi partie des choses qui sont assez mal représentées dans ces modèles, même s'il y a un effort pour les représenter de mieux en mieux. Et donc, encore une fois, nos estimations de la rétroaction climat-carbone sont en partie entachées d'erreurs ou de déficits sur la représentation de certains processus. Et enfin, dans l'océan, on n'a pas de problème d'anthropisation des surfaces ici, mais on a des questions sur la façon dont est représentée la physique de l'océan, la façon dont on représente les zones côtières, etc., etc. Donc il faut sûrement encore avancer pour essayer de mieux comprendre comment les processus non représentés affectent cette rétroaction, mais aussi pour réduire la rétroaction. Je vais conclure sur cette figure, qui est une des figures peut-être les plus importantes du dernier rapport de l'IPCC, pour revenir sur le lien entre émissions de carbone et puis la stabilisation de la température dans l'atmosphère. Vous avez ici, en abscisse, les émissions cumulées de CO2 depuis 1870. Donc là, on est en pétagrammes de CO2, et cette fois-ci pas de... Ah oui, en pétagramme de CO2 ici sur cette partie de l'axe, et ici en haut, on est en pétagramme de carbone. Donc ça, c'est les émissions cumulées depuis 1870. Et sur la droite ici, vous avez la température obtenue à la fin du siècle, en anomalie par rapport à 1860-1880. Le point noir, c'est l'observation. On est un peu moins d'1 degré, et on a déjà émis à peu près un peu moins de 2000 pétagrammes de CO2 dans l'atmosphère, avec la combustion des fossiles fuels. Et puis ça, c'est ce que vous donnent les modèles climat-carbone. Ils vous indiquent que si on continue à émettre du CO2, évidemment, la température continue à augmenter, mais on a une relation qui est assez linéaire entre les émissions cumulées de carbone et l'augmentation de température. C'est-à-dire que si on utilise cette relation qui nous est donnée par les modèles, si on veut limiter la température à 2 degrés, cette relation entre émissions cumulées et température nous indique qu'au total, on a à peu près 3000, un peu moins de 3000 milliards de tonnes de CO2 à émettre, alors qu'on en a déjà émis de l'ordre de quasiment 2000, donc il nous reste un peu moins de la moitié pour limiter la température à 2 degrés. Donc ça, c'est sans regarder les aspects temporels, c'est juste quelle est la quantité totale de CO2 qui nous reste à émettre si on veut limiter la température à 2 degrés. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'il y a encore de l'incertitude ici, et une partie de cette incertitude est liée à cette rétroaction climat-carbone. Si vous avez une rétroaction très faible, et si vous donnez, par exemple, ici, 2900 pétagrammes de CO2 pour limiter à 2 degrés, peut-être que ces 2900 pétagrammes de CO2 ne vous mèneront qu'à 1 degré ou 1,5 degré si la rétroaction, par exemple, climat-carbone, ou les rétroactions dans le système climatique sont faibles. Ça serait plutôt une bonne nouvelle, évidemment. Si la rétroaction est importante, pour la même quantité d'émissions de CO2, c'est 2900 pétagrammes de carbone, vous retrouvez potentiellement avec une augmentation de la température qui est nettement plus importante, au-delà des 2 degrés pour le même niveau d'émission. Donc tout ça pour vous dire que cette représentation ici et ces résultats sont d'une importance capitale. Réduire l'incertitude autour de cette relation linéaire entre émissions et réchauffement est aussi capital, évidemment. Merci.